La remise des prix des assises du journalisme pendant que l'on prépare un peu le plateau. Mais avant de procéder à cette traditionnelle remise des prix des assises du journalisme qui marque un peu la fin des journées MAM, mais non pas la fin des assises, puisque les assises, vous le savez, se poursuivent avec notamment ce soir au Cinéma Studio la diffusion du film Service Public auquel on vous convie. Demain au Théâtre Olympia, soirée solidarité avec les artistes et les journalistes iraniens et iraniennes. Et puis dimanche, samedi après-midi, évidemment, le Salon du Livre du Journalisme vous attend à la Bibliothèque Centrale. Donc pendant que les choses se mettent en place et avant que de laisser la parole à nos présidents cette année, que je représenterai tout à l'heure, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, je voulais que l'on prenne un petit moment, quand le calme sera installé et que la salle sera installée, un moment de solidarité, un moment comme les assises se doivent d'en témoigner. Voilà, je merci à toutes et à chacun de vous installer. Je vais demander à Catherine Monet, rédactrice en chef de Reporters sans frontières, de nous rejoindre. Je vais demander également à Albéric de Gouville, le président de la Maison des journalistes, de me rejoindre également pour évoquer deux sujets. Alors, un qui n'est plus d'actualité, fort heureusement, c'est que vous avez vu dans le programme que nous avions prévu 2 moments de solidarité autour de notre confrère Olivier Dubois, emprisonné pendant près de 2 ans, et que c'est resté dans le programme puisque enfin, Olivier Dubois a retrouvé la liberté il y a quelques jours, et je vais laisser Catherine en parler. On va commencer par cette bonne nouvelle et après nous évoquerons le sort de notre ami et confrère afghan qui était ici aux assises la dernière fois, qui a passé 3 jours et qui nous a tous beaucoup marqué, qui est aujourd'hui dans les prisons afghanes. Et nous ne pouvions pas entamer cette partie festive des assises qui consiste à honorer le meilleur du journalisme dans l'année 2023 sans d'abord témoigner de notre solidarité avec ces journalistes. Comme l'année dernière, je ne sais pas si vous en souvenez, les larmes qui étaient celles de tous nos confrères lorsque nous avions assisté à, j'allais presque dire en direct, à l'assassinat de notre consoeur palestinienne Chahirine Abou Akleh, que nous avions ici honoré. Voilà, donc Catherine peut-être, et puis ensuite Albéric sur Free Mortaza. Donc vous avez pu voir, et tu as pu recevoir ici à RSF un Olivier Dubois libre. Oui, nous avons eu la joie ce lundi de recevoir dans les locaux de RSF Olivier Dubois, qui a été retenu en otage dans le nord du Mali pendant 711 jours. 711 jours, c'est près de 2 ans, c'est très long. Et nous avons eu cette immense joie de le voir en plus en extrêmement bonne forme malgré l'épreuve qu'il avait subie. Et c'était vraiment très impressionnant en fait d'entendre son récit, le récit de sa détention et surtout sa capacité de résilience, l'intelligence dont il a su faire preuve pendant sa détention et comment il a réussi quelque part à ménager sa peine, sa détention en raison de la façon dont il y a réagi. Il a très vite réalisé à un moment que soit il reprenait le dessus et qu'il arrivait à reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, soit il allait sombrer. Et reprendre le contrôle de sa vie, pour lui, ça a été de se donner un petit peu des défis au quotidien. Avec son codétenu, par exemple, il s'est donné le défi d'arriver à se faire à manger. Ils ont commandé une cocotte minute à leurs ravisseurs qui leur ont donné de quoi faire à manger. Et il s'est mis aussi à refaire du sport, du bagua. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sport, un art martial interne. Alors il racontait qu'au début, ses ravisseurs se moquaient un peu de lui parce qu'il tenait à peine sur ses jambes. Et puis que finalement, à la fin de sa détention, c'était plutôt ses ravisseurs qui lui demandaient comment faire, parce qu'ils voyaient que ça lui avait donné extrêmement, beaucoup de force. C'est donc un homme en même temps assez musclé. Il a fait beaucoup de sport pendant sa détention que nous avons vu, mais aussi quand même fatigué. Il a essayé 2 fois de s'échapper, mais parce que ses ravisseurs, il s'en est aperçu, dormaient beaucoup, donc il a pu à 2 reprises tenter de s'échapper. Mais la plus grande prison était finalement celle du désert, parce que sans eau, sans véhicule, en fait, il s'est très vite aperçu qu'il ne pouvait pas aller très loin. Donc voilà, Olivier Dubois nous est revenu après 711 jours de détention, pratiquement autant de temps, de mobilisation pour nous à RSF, mais aussi pour certains d'entre vous.
Il remercie d'ailleurs énormément les gens qui l'ont soutenu. Il aurait aimé être là avec nous. Aujourd'hui, il est quand même extrêmement fatigué. Il dit aujourd'hui là qu'il est épuisé. Il est aussi très content de retrouver sa femme, son fils, sa famille. Donc il est désolé de ne pouvoir être avec nous, mais il remercie toutes les personnes qui l'ont soutenu pendant ces presque 2 ans de détention. Merci beaucoup Catherine, et donc tous nos messages à Olivier Dubois. Et on n'imaginait pas en imprimant ce programme que nous aurions à fêter sa liberté, et même si on espérait jusqu'au dernier moment qu'il pourrait être des nôtres aujourd'hui, mais on comprend bien que sa fatigue et son désir de retrouver une vie à peu près décente les conduit à rester chez lui au milieu des siens. Et puis maintenant il faut évoquer un autre confrère, et je pense que certains d'entre vous l'ont gardé en mémoire, puisque notamment lors de cette soirée assez bouleversante autour de l'Afghanistan avec les artistes en exil que nous avions pu vivre au Théâtre Olympia l'année dernière, il avait, je sais pas, en tout cas il m'avait marqué parce qu'il irradiait, il avait une détermination, une force, ce journaliste afghan, compagnon de route des journalistes français en Afghanistan. Et donc je vais peut-être laisser à la fois Catherine, mais aussi la Maison des journalistes parler de tout ce qui se développe, et il faut que vous nous aidiez, que les uns et les autres continuent la mobilisation pour que Mortaza Begoudi, Free Mortaza, soit libre. Alors, quelques mots sur effectivement Mortaza, et puis ensuite je laisserai Catherine, parce que c'est vraiment RSF, avec aussi Mediapart, la maison du journalisme, mais surtout RSF, qui a vraiment monté ce comité de soutien après son arrestation à Kaboul le 7 janvier dernier. Et effectivement, il y a des signes plutôt encourageants, mais Catherine pourra vous en parler. Mais je voudrais juste vous parler de Mortaza, qui est quand même quelqu'un d'absolument incroyable. Il est arrivé en France après avoir traversé l'Afghanistan et puis des tas de pays d'Asie et d'Europe par des moyens de fortune. À l'âge de 22 ans, après avoir vécu des choses terribles en Afghanistan, il était tout jeune journaliste. Et dès le début à la Maison des journalistes, où il a été hébergé pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il ait son statut de réfugié, on a vu son enthousiasme absolument incroyable. Ces dernières années, il a monté un site Getty News, avec, en fait, c'est comme une agence avec des reportages et un double regard, un journaliste réfugié et un journaliste français. Il a passé plus de 6 mois dans le camp de Moria, sur l'île de Lesbos, qui était à l'époque le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Là, il a tourné des reportages tout seul. Il a fait des documentaires pour Arte. Après que le camp est brûlé, il est retourné à Moria. Il avait des contacts avec tous les réfugiés, mais il est allé aussi dans le Grand Nord. Il est allé filmer sur les marches au Festival de Cannes. Il a fait un nombre de choses absolument incroyables. Et puis, une fois qu'il a eu son statut de réfugié, ensuite il a demandé effectivement la nationalité française. Il est maintenant français aussi, il est franco-afghan, il a la double nationalité, ce qui nous donne quand même des signes d'espoir pour sa libération, parce qu'il n'y est pas retourné, d'autant plus qu'en Afghanistan, il y est retourné seul. Il est allé, après le retour des talibans à Kaboul en août, le 15 août 2021, il est allé plusieurs fois faire des reportages avec Arte, surtout avec France 2. Il y a eu énormément de reportages qui ont été diffusés, et le dernier en date, un des derniers en date, a même reçu un prix au prix Bayeux des correspondants de guerre. C'était en octobre dernier, où Mortaza était là. En octobre dernier, en mars dernier, Jérôme l'a dit, il était ici. La photo qui est ici, c'était ici aux Assises l'année dernière. Voilà, alors ça c'était ce débat, mais c'était pas la première fois qu'il venait aux Assises, parce qu'il allait dans tous les rendez-vous, les grands rendez-vous de journalisme comme ça. C'est pas la première fois, et juste après ce débat, qui était effectivement passionnant, très émouvant, c'était un fêtard aussi. C'est un fêtard aussi, Mortaza. On s'est retrouvés à faire la fête après le débat. Voilà, avec un enthousiasme absolument, toujours un grand enthousiasme. Donc là, il y a ce comité de soutien qui est monté depuis le 7 janvier. Il a pu revoir sa famille à plusieurs reprises. Et je laisse Catherine en dire quelques mots. Et Catherine Monet, donc comment on peut les uns et les autres contribuer à ce comité de soutien pour que l'année prochaine on accueille Free Mortaza Begoudi ici aux Assises? Alors effectivement, il y a pas mal d'initiatives déjà et de mobilisations qui ont été lancées, grâce notamment au comité de soutien
auquel tu faisais référence, qui est piloté actuellement donc, par RSF, mais aussi par Mediapart et Solène Chalvon de France 24 et également sa compagne Alexandra. Et aux côtés donc, des différents événements organisés déjà par le comité de soutien que vous pouvez retrouver sur la page, qui a une page Facebook et sur laquelle vous pouvez voir les différents événements organisés. Il y a eu aussi plusieurs actions organisées directement par RSF. Une pétition a été lancée pour demander formellement sa libération. Elle a obtenu déjà cette pétition plus de 12 500 signatures, ce qui est assez énorme en moins d'un mois. C'est assez important. Il faut continuer de la relayer avec le hashtag FreeMortaza. C'est important de la relayer notamment sur Twitter parce que les talibans apparemment suivent énormément les réseaux sociaux et notamment Twitter. Donc, ça, c'est une première chose qui peut être faite. Il faut savoir aussi que nous, à RSF, nous avons des contacts directs depuis le début avec, bien sûr, les autorités françaises, avec la cellule de crise du Quai d'Orsay. On sait que les autorités françaises, elles ne peuvent pas nous donner tous les détails, évidemment, des démarches, mais on sait ces démarches sont constantes et réelles. Nous avons aussi des contacts avec les autorités européennes. Nous avons fait une saisine auprès des Nations Unies de façon à ce qu'ils portent à chaque fois notre demande de libération auprès de chacun de leurs interlocuteurs afghans, de leurs interlocuteurs talibans. Et nous avons aussi directement des contacts avec les autorités talibanes. Une demande formelle de libération a été remise en main propre le 2 mars au ministre de la Culture et des Médias. Une demande aussi de libération a été remise directement au ministre des Affaires étrangères, au directeur aussi des services de renseignement. Il faut savoir que Mortaza, à un moment, a été accusé d'espionnage, ce qui est une accusation très grave qui peut lui valoir éventuellement de nombreuses années de prison. Donc pour l'instant, ce qui est important, c'est de marteler, de rappeler que Mortaza est bien un journaliste et qu'il n'a donc rien à faire en prison. Et pour ce faire, donc, vous pouvez signer la pétition FreeMortaza, la relayer sur les réseaux sociaux et aussi sachez que le 17 avril, cela fera exactement 100 jours que Mortaza a été arrêté à Kaboul. Et à cette occasion, nous organiserons un grand concert de solidarité au point éphémère à Paris. Et donc, vous êtes évidemment conviés à venir à ce concert. Et pour ceux qui ne sont pas à Paris, regardez sur la page Facebook du comité de soutien. Il y aura aussi d'autres rassemblements organisés à cette occasion-là. Merci beaucoup, Catherine Honnet. Un petit mot, il y a Douarnenez aussi, parce qu'il a des attaches. Le comité de soutien de Douarnenez est extrêmement mobilisé et actif parce qu'il a une forte communauté de soutien là-bas, parce que c'est un de ses points d'attache avec sa compagne Alexandra. Avec Tours, Paris, Bayeux, voilà. Il y a Douarnenez. Voilà. Eh ben, on reste mobilisés, on vous invite à le rester avec nous et à témoigner autant que nous le pourrons. Et rendez-vous le 17 avril. Donc merci Catherine, merci à toi. Et on espère que ce sourire et ce visage incroyable de Mortaza, on le reverra très vite avec nous. Viens maintenant. Le temps de la remise des prix des Assises. C'est quand même la 16e édition des prix des Assises du journalisme qui essaye chaque année, avec toute la subjectivité que peut avoir un jury, mais de distinguer le meilleur du journalisme lors de l'année écoulée, à la fois pour le livre, à la fois pour le livre de recherche sur le journalisme, à la fois sur les enquêtes et le reportage autour du journalisme, et enfin le Grand Prix du journalisme que vous avez... vous le savez peut-être, nous avons il y a 2 ans décidé de rebaptiser le Grand Prix du journalisme Michel Déridon, qui ne paie pas forcément pour une personne, pas forcément pour un collectif ou pour un média, mais ça peut être une action éditoriale, toute action éditoriale qui nous a semblé incarner au mieux le journalisme et les valeurs du journalisme en cette année. Nous avons au sein de l'association Journalisme et Citoyenneté chaque année fait le choix de confier la présidence du jury à une consoeur ou à un confrère, je ne vais pas les citer tous, ils sont tous prestigieux, ils se sont succédés, dont nous estimions qu'ils étaient à la fois représentatifs des combats pour les valeurs du journalisme, pour l'indépendance du journalisme, et que leur carrière en témoignait, et qu'ils soient suffisamment aussi reconnus du public et du grand public pour incarner ces prix. Et donc cette année, nous avons souhaité, je les en remercie infiniment, et je vais les inviter à nous rejoindre sur scène si je veux bien. Ah, je veux pas. Il faut d'abord, quand même dire un mot.
Voilà, donc je voulais dire, présenter très rapidement, mais ils le feront eux-mêmes mieux, un parcours Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos. C'est d'abord pour de nombreux confrères et consoeurs tout ce formidable travail qu'ils ont pu faire pour Libération sur la vie des médias, la vie de l'information, la fabrique de l'information. Puis c'est ce combat parfois déraisonnable, obstiné, mais de faire vivre un média indépendant les jours et auquel ils consacrent la totalité de leur énergie depuis maintenant, combien, 5 6 7 ans. Et c'est cela aussi que nous voulions, au travers de cette présidence, saluer. Donc merci Isabelle, merci Raphaël, et merci à Frédéric Carbone, qui est une voix que vous avez sans doute dû entendre sur les ondes de Radio France, notamment en ce moment de 12h à 14h sur France Info tous les jours. Frédéric Carbone, qui par ailleurs nous fait l'amitié d'être membre de Journalisme et Citoyenneté, c'est lui qui va animer cette soirée. Je vous laisse le micro, cher Frédéric. Merci, cher Jérôme. Bonsoir à toutes et à tous. Il a renversé la table, c'est son habitude. C'est son métier. Je voulais le remercier chaleureusement d'abord à Jérôme Bouvier, parce que sans lui, ni vous, ni nous ne serions de ce côté-là et de l'autre côté de la scène aujourd'hui. Et surtout pour faire un lien entre nous et vous, entre vous et nous, parce que c'est... Après tout, la seule chose qui compte quand on est journaliste, et je pense que Raphaël et Isabelle ne me démentiront pas, c'est le lien avec ceux qui nous lisent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Donc oui, merci beaucoup d'être là ce soir. Ce sont 4 prix, Jérôme vous l'a dit, je ne vais pas le répéter, que nous allons remettre, issus d'un jury de 17 personnes, et je devrais dire 2 voire 3 jurys, parce que pour les livres recherche et livres journalistes de l'année, il y a 2 jurys. Les journalistes ne sont pas des chercheurs, les chercheurs ne sont pas des journalistes, et c'est tant mieux, mais ils peuvent très bien travailler ensemble. Quant au prix enquête, reportage, lui, il est issu des travaux autour de Isabelle et Raphaël, d'un collège, d'un jury d'étudiants représentatifs des 14 écoles de journalisme reconnues en France. Ceci posé, bienvenue, chère Isabelle, bienvenue, cher Raphaël. Jérôme l'a dit, on est ravis d'avoir travaillé avec vous pendant ces jours et ces semaines. Et vous, vous êtes contents, c'est pas trop dur? On préfère écrire que parler. Désolé. Mais oui, bonjour à tous, bonjour et merci. Merci d'abord, un grand merci aux Assises et à Journalisme et Citoyenneté. Merci en notre nom personnel, d'abord, parce qu'on le prend aussi pour nous, pas de souci. Mais c'est perso, ça tombe bien, c'est perso. Et puis un grand merci au nom des jours, au nom de la petite équipe des jours, parce que lancer son propre média, un média indépendant comme on l'a fait il y a maintenant 7 ans, c'est une épopée quotidienne enthousiasmante, mais c'est une épopée quotidienne éprouvante. Et on prend vraiment, c'est ce que disait Ça prend Jérôme, des jours et d'ailleurs. des nuits, quoi. Oui, ça prend des jours et des nuits. On a prévu de lancer les nuits bientôt. Et on prend vraiment cette présidence comme une précieuse marque de reconnaissance de ce travail-là. Alors, en acceptant de présider ce jury et les 4 prix qui vont être remis, c'est des assises qui sont placées sous le signe du goût de l'info à retrouver. Et justement, ce qu'on a voulu et insuffler, nous, c'est notre vision de ce métier et aussi faire souffler un vent d'indépendance dans une profession qui en a tant besoin pour renouer avec la confiance avec les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, les Twitchers, les TikTokers, tout ce que vous voulez. De l'indépendance et de l'exigence, c'est ce qui a animé d'ailleurs toutes nos discussions avec l'ensemble du jury. On ne s'est pas engueulé, enfin pas vraiment. Non, mais ça a été animé, je peux témoigner. Ça a été animé, ouais. Mais on a débattu longuement, vivement. Et 100 mètres de 49.3. c'est ça. Hein, ils n'ont pas usé du 49.3, je témoigne, mais Exactement. présidente. Et s'il y a eu un constat, en tout cas largement partagé, c'est bien celui de la qualité de l'ensemble des nommés. Mais enfin, il fallait quand même bien les départager. Et on va démarrer cette cérémonie. Ben oui. Et regardez. Commençons, alors là ce sont les membres du jury, donc des 2 jurys, que ce soit recherche ou journaliste, donc 17 personnes qui ont débattu effectivement pour choisir ces prix. La qualité, effectivement, elle était au rendez-vous. Peut-être on va commencer par le premier prix, vous êtes d'accord, président, le prix recherche, et les nominés sont... Hélène Breda, les féminismes à l'ère d'Internet, édition INA. Au
mêmes éditions, INA, Couvrir le sport à la télévision, Béatrice Damian-Gaillard, Sandy Montanola, Eugénie Saïta. Les Gilets jaunes, défi journalistique, Jean-Marie Charon, Arnaud Mercier, aux éditions Panthéon-Assas. Et Rémi Riffel, l'emprise médiatique sur le débat d'idées, 30 années de vie intellectuelle, 1989-2019. Président, avant de donner le résultat, dites-nous comment se sont passés les débats là-dessus. Est-ce que ça a été compliqué, unanime, plus délicat, plus difficile ou pas? C'est peut-être un des prix sur lesquels on a passé le plus de temps. Et ce qui est intéressant, c'est cette discussion qui est particulière à ce prix-là, de mêler discussion entre journalistes et discussion entre universitaires. Et on n'a pas toujours les mêmes logiques, on n'a pas toujours les mêmes avis. Mais en tout cas, la recherche sur les médias et sur la pratique du journalisme, elle bouge bien, moi je trouve en ce moment. Et donc, c'est au terme d'un débat passionné. Que le prix va être remis par, et je présente nos partenaires tout au long de cette soirée, là en l'occurrence c'est Tours Métropole Val-de-Loire, Cédric de Oliveira. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes le vice-président en charge des équipements culturels. Quel suspense, and the winner is... Ah, merde. Excusez-moi. Raphaël, c'est qui? C'est moi. C'est Rémi Riffel. Si Monsieur Riffel peut nous rejoindre. Donc Rémi Riffel pour le livre L'emprise médiatique sur le débat d'idées. Et qui est une somme très précieuse sur ce qui ressemble aujourd'hui à un oxymore, le débat et l'idée. Félicitations. Merci beaucoup, bien sûr. Je voulais dire que l'universitaire et le chercheur que je suis n'a pas l'habitude de recevoir des prix. Il a plutôt tendance à les décerner à ses étudiants et à ses doctorants, donc je me retrouve de l'autre côté de la barrière aujourd'hui et j'y suis très sensible. Et puis le sociologue des médias que je suis aussi est ravi de ce prix pour une double raison. Parce que d'une part, ce sont des collègues, des pairs qui m'ont choisi et des journalistes. Or, mon expérience montre, puisque j'ai formé quelques centaines de journalistes et que j'ai pas mal étudié la profession, l'expérience montre que très souvent, les journalistes ont une certaine méfiance à l'égard des travaux des sociologues, notamment des sociologues des médias, parce qu'ils ont toujours peur que ces sociologues, du haut de leur chair, leur fassent la leçon et les critiquent très sévèrement, ce qui arrive de temps en temps. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je suis plutôt à la fois bienveillant et critique à l'égard du monde des journalistes et des médias. Et dans ce livre, j'ai essayé de montrer en 2 mots, depuis 30 ans, qu'est-ce qui a changé dans la manière dont les idées circulent dans le débat public. Comment est-ce que la presse, la radio, la télévision, les réseaux sociaux modifient la diffusion des idées et les discussions. Et ma thèse consiste à dire que depuis quelque temps, on voit bien que les journalistes ont plus en plus de poids dans la sélection des idées dont on débat, ont de plus en plus la capacité d'attirer l'attention du public sur certains auteurs ou sur certaines personnalités, et parfois au détriment de l'immense partie des invisibles, qui font aussi du travail très intéressant. Voilà, en gros, en quelques mots, le contenu de ce livre. En tout cas, je suis très sensible à cette remise de prix et je vous en remercie. Vous avez compris que quand vous le lirez, vous ne regarderez pas exactement de la même manière les plateaux de débat télévisés que vous regardez, mais vous gardez votre propre esprit critique, vous aussi. Félicitations. Merci. Et vous voulez dire un mot ? Vous féliciter déjà, je n'y suis pour rien puisque je n'étais pas membre du jury, mais au nom de la métropole, donc vous dire que voilà, nous sommes très heureux de pouvoir financer ce prix donc recherche, vous accueillir ici aussi en Touraine, c'est une vraie fierté d'avoir les assises du journalisme. Et sur l'esprit critique d'ailleurs, la métropole vient de lancer un plan culture dans les écoles et nous avons pour projet donc un moment de faire de l'éducation aux médias auprès des plus jeunes, les inviter à aller à la source de l'information, à faire leurs propres recherches pour être des hommes et des femmes libres face à l'information. Ça passe par la nouvelle génération. Moi, je suis aussi maire d'une commune et je suis assez surpris, je vous le dis aussi. L'esprit critique fait débat chez nos concitoyens parce qu'il n'y a pas
une seule semaine quand je suis sur le terrain, je veux dire, où mes concitoyens m'interrogent en disant mais c'est vrai cette information que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux, monsieur le maire? Donc vous dire que nous avons encore beaucoup de chemin à faire et ça passe par cette nouvelle génération que l'on doit accompagner. Donc je vous invite à nous rejoindre dans le cadre du plan culture pour rencontrer nos élèves dans nos écoles de la métropole. Les journalistes, à ma connaissance, sont toujours ravis d'aller à la rencontre de lycéens, d'étudiants, de collégiens, ou même dans les écoles primaires pour parler du métier, effectivement, et des informations où on trouve les bonnes ou pas. Merci beaucoup de nous accompagner. Le deuxième prix, chère présidente, cher président, il y a un roulement de tambour ou il n'y a pas de roulement de tambour, mais c'est donc le prix de la meilleure enquête de l'année. On voit quels sont les nominés. Les nommés, plus exactement, Ukraine, les photographes dans la guerre. Le Off, chronique d'une dérive politique, Le Monde. Dans l'empire médiatique du Crédit Mutuel, EBRA, pour en finir avec le journalisme, c'est Blast. Service public, une rédaction face à une élection, film réalisé par Salia Braclia et Mouloud Achour. Avant Isabelle et Raphaël de dire quelle est l'enquête qui a reçu le prix cette année, c'est un prix un peu particulier, avec un jury un peu particulier que vous avez animé. C'est ça, c'est un prix qui est avec un jury étudiant, avec les 14 écoles de journalisme qui sont représentées. Et là encore, le débat a été vif et je dirais même vivifiant. Il se tenait ici encore il y a quelques heures et il était loin d'être tranché entre deux nommés de très très grande qualité. Et personnellement, Raphaël et moi, on tenait à remercier le jury étudiant qui, par son choix, a tenu à faire passer un message, je cite, politique. C'est le mot qui a été prononcé. En récompensant... Alors, il paraît que tout le jury, on nous dit, doit monter sur scène. Vous les accueillez, vous acceptez? Oui. C'est l'organisation qui nous l'impose, j'en ai ravi. Venez, s'il vous plaît. Du coup, la salle se vide. Avez-vous des amis pour remplacer dans la salle? Ah, ça a dû être long, les débats, là, parce qu'il y en a du monde. Hein. Là, il faut le roulement de tambour, sinon je le fais avec ma bouche, c'est pas un problème. Donc, le winner is... Alors, le gagnant est une enquête au long cours sur le groupe EBRA et la presse quotidienne régionale. Cette enquête en 7 épisodes est signée de Franck Després pour le site d'info Blast. Est-ce que Franck Després est dans la salle? Et alors... Mais ça tombe bien, il est là. C'est Tom de Marc Granja et Colline Poiré de l'école de journalisme de Tours qui vont remettre ce prix. Ben, tenez, dites-nous tous les deux, je ne sais pas si vous avez voté pour cette enquête-là, un mot, les deux, cette enquête, pourquoi elle résonne particulièrement pour vous? On vous a préparé un petit texte pour expliquer les pourquoi du comment. C'est toi qui es délégué? C'est nous deux qui sommes délégués, donc on va le lire à deux. Alors déjà, pour dire que nous sommes très heureux de vous remettre ce prix, au nom des étudiants et des étudiantes des 14 écoles de journalisme reconnues. Et nous avons commencé par une sélection riche dans les propositions, qui a même pu surprendre Isabelle et Raphaël. Nous avons notamment souhaité représenter le journalisme au sens large, avec des enquêtes, des podcasts, des documentaires et même de la BD. Si les débats ont été houleux, les arguments ont fusé, les avis ont fini par s'accorder. À quasi l'unanimité, nous avons fait un choix que nous avons voulu rendre politique. En effet, dans votre enquête, nous avons pu lire sur comment la presse quotidienne régionale souffre en silence et nous avons voulu porter leur voix. Nous sommes donc aux assises du journalisme pour interroger notre pratique. Si nous ne pouvons pas encore agir sur la manière dont fonctionnent certaines rédactions, en récompensant cette enquête, nous avons l'occasion de dénoncer un système que nous condamnons. En mettant en lumière ces problèmes qui nous inquiètent, nous espérons aller vers quelque chose de plus éthique.
Aujourd'hui, c'est au public que nous nous adressons pour qu'à votre tour, vous vous appropriez cette enquête. En effet, si le groupe de presse EBRA se trouve aujourd'hui au centre de votre travail, c'est en grande partie la presse quotidienne régionale qui est concernée. Malgré les faits accablants sur la PQR, nous restons persuadés qu'il est possible d'améliorer la pratique. Il est encore temps de redonner le goût de l'information aux lecteurs et aux lectrices et aussi aux journalistes déçus par la profession qui ont témoigné dans votre enquête. Donc encore une fois, merci à vous pour votre travail et encore félicitations aux autres nommés et particulièrement un coup de cœur qui a rassemblé un peu le jury comme l'a dit Isabelle un peu plus tôt, à savoir le documentaire Ukraine des photographes dans la guerre de Julien Bolluan qui a très longuement failli remporter, qui a été au centre des débats. Un petit mot de Franck Després, évidemment. Merci à toutes et à tous. Je suis vraiment très ému. Je tremble au moins autant que toi. Effectivement, il y avait un très gros niveau dans ce prix et je le prends avec beaucoup d'humilité parce qu'il y avait, un très beau niveau en face de moi. Que vous me remettez ce prix, ça me touche d'autant plus parce que le groupe EBRA, effectivement, il y a eu des superbes enquêtes qui ont été faites sur le groupe Bolloré, sur le groupe Lagardère, et le groupe EBRA était une espèce d'angle mort du journalisme. Je savais depuis quelque temps qu'il fallait que je travaille sur ce sujet parce que je suis de Lorraine, parce que je travaille depuis les Vosges et que cette emprise médiatique du Crédit Mutuel n'avait encore jamais été traitée dans les médias. Et ça me touche que vous me remettez ce prix parce que j'ai commencé le journalisme pas en faisant d'école. J'avais pas pu faire d'école et pas voulu peut-être aussi à l'époque. Et j'avais lancé un journal étudiant qui s'appelait Le Nouveau Jour J. Bon, ça c'est pas très important, mais le sous-titre du journal était le journal, le seul journal du Grand Est pas encore vendu au Crédit Mutuel, déjà à l'époque. C'était il y a 10 ans, j'étais étudiant. Et mes premières enquêtes étaient loin d'être axées sur la critique des médias. J'avais été éboueur pour raconter la condition des éboueurs. J'avais été très tôt voir les femmes de ménage de ma fac, de la faculté de lettres de Nancy pour raconter leurs conditions. Ça, c'était mes premiers reportages. Et voilà, et je savais qu'un jour, il fallait travailler sur ce groupe EBRA. Cette enquête, je l'ai faite en pensant qu'au début, ce serait un article, puis 2. Les langues ne s'étaient jamais déliées chez les journalistes, chez les cadres du groupe EBRA. Et donc, le fait d'avoir fait un article, un deuxième article, a fait qu'après, on s'est dit qu'il fallait faire une série pour vraiment raconter la totalité des problèmes, que ce soit les problèmes éditoriaux, que ce soit les problèmes de souffrance au travail qui sont très forts au sein du groupe EBRA. Et de ne pas faire seulement une enquête de critique des médias, mais de faire une enquête aussi sociale pour raconter notamment la souffrance au travail qui règne au sein de ce groupe, et notamment le fait qu'il y a eu, il faut le dire, 3 suicides dans l'espace de 3 ans, ne serait-ce qu'aux dernières nouvelles d'Alsace. Ces 3 suicides, ce ne sont pas des journalistes, ce sont 2 ouvriers et une employée, parce que les premières victimes des plans sociaux, des plans de restructuration dans les médias, ce sont généralement pas les journalistes qui le vivent, et ce sont d'abord les petites mains, les ouvriers, les employés. Donc c'est à eux que je dédie ce prix. C'est aussi à ma compagne qui est présente et qui fait... avec qui je partage ma vie et je partage aussi cette aventure journalistique. On est, y a les Gary Bert, nous on est les France et Franck du journalisme. Elle s'appelle France. Merci à toi France. Merci à ma rédaction Blast qui est, je pense, la seule rédaction qui aurait pu accepter un format aussi déformaté, c'est-à-dire un format très long. Donc merci à toute l'équipe de Blast et voilà. Et merci à vous et voilà, je le prends ce prix avec beaucoup d'émotion. Merci. Je vais vous faire une confidence. Quand on a un lauréat heureux et ému, on est nous aussi heureux et émus, parce que
Ça veut dire aussi que ce prix signifie quelque chose pour vous, et ce que vous avez fait a été effectivement largement reconnu par ce jury, et les jurys de jeunes, d'étudiants d'écoles de journalisme nous sont particulièrement précieux. Merci beaucoup et à nouveau, bravo à vous. Le troisième prix que nous allons remettre, Isabelle. Juste un détail, Raphaël. le film Service public de Salia Brakila, qui n'a pas eu les honneurs du jury étudiant, est projeté ce soir dans le cadre des assises. 19h30 ce soir, effectivement, et vous y êtes conviés. Et je précise que la cérémonie que vous suivez ici en ce moment est également à suivre sur YouTube. Donc tous ceux qui nous regardent sur YouTube, bienvenue également. Le troisième prix, il y a eu bataille sur ce prix-là, on l'a compris. Il y a eu aussi sur le prix suivant et grande qualité également le prix du livre du journalisme. Et voici quels sont les nommés et pas nominés. Oui, je sais, c'est nommés qu'il faut dire. Sonia De Villers, Les Exportés chez Flammarion. Sambre Alice Géraud chez Jean-Claude Lattès. Les Femmes du Lien Vincent Jarousseau aux éditions Les Arènes. Nos frères, nos pères, nos frères, nos amis, Mathieu Palin, Les Arènes aussi. Cauchemar brésilien, Bruno Meyerfeld, chez Grasset. Oui, 5 très bons livres. Oui, c'est vraiment le signe 5, effectivement, parce que d'ordinaire, il n'y en a que 4. Et 5 dans une sélection qui était elle-même riche, déjà, et qui montre vraiment le signe d'une production journalistique livresque, abondante, et qui l'est de plus en plus, qui montre qu'il y a d'autres issues pour le journalisme que des médias traditionnels. Et vous avez une place un peu particulière. On a une place un petit peu particulière. Isabelle et Raphaël, pour la transparence de l'information. Exactement. Qui permet de redonner le goût de l'information. Vous allez nous dire pourquoi. Qui est la base. Il y a une dénommée qu'on ne va pas nommer, qui a participé à l'aventure des jours, qui est une des associées des jours encore aujourd'hui, et dont l'enquête a peut-être un petit peu démarré au jour aussi. Et pour ça, on s'est retiré du débat. Et je peux témoigner que vous êtes effectivement retiré du débat et de la sélection également sur ce livre à laquelle vous n'avez pas participé, et vous avez voté pour d'autres livres lors du jeu. Je ne dirai pas, je ne révélerai pas d'autres secrets de ces délibérations, mais effectivement, ils ont été d'une honnêteté absolument scrupuleuse, qui ne nous a pas étonnés. Donc du coup, vous ne pouvez pas... je peux t'ouvrir l'enveloppe. Vous avez le droit de... Je peux t'ouvrir l'enveloppe. Ouais, tu m'ouvres l'enveloppe. Je sais pas, moi je sais pas qui a gagné. Je vais pas faire Warren Beatty aux Oscars. And the winner is La La Land. Non, Alice Géraud pour Sambre, Radioscopie d'un fait divers chez Jean-Claude Lattès. On peut juste tout de même te pousser un petit peu le trophée vers toi. Donc vous n'avez pas le droit d'en parler, vous. Hein. Bon, alors je vais en parler, moi. C'est pas très difficile. Effectivement, le choix, oui, a été compliqué, puisque vous avez parlé des enquêtes qui ont été repérées, remarquées par votre jury, hormis celui qui a reçu le prix. Là également a été très remarqué le livre de Bruno Meyerfeld sur le cauchemar brésilien Bolsonaro, le livre Les Exportés aussi. Mais, je vais vous le dire avec mes mots à moi, ce livre est à la fois modèle d'enquête journalistique. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, Alice le fera peut-être, mais c'est en gros comment un homme a pu pendant 30 ans, dans un périmètre de quelques kilomètres carrés, agresser sexuellement et violer des dizaines et des dizaines de femmes, 50, 70, peut-être plus. Donc modèle d'enquête journalistique, modèle d'écriture, pas de fioriture, pas un mot en trop, mais c'est absolument bouleversant. Et c'est même d'un chemin d'agression, il y a quelque chose de lumineux. Et ces femmes, je pense que c'était l'objectif d'Alice, retrouvent un visage, une vie, grâce à l'écriture de ce livre que je vous encourage vraiment vivement à lire. Et Alice Géraud, d'ailleurs, signera tout à l'heure
de l'autre côté après la fin de cette cérémonie. Je fais monter pour vous remettre le prix, Alice, sur la scène, Christine Blette de la mairie de Tours, chargée de l'éducation et de la culture populaire. Vous pouvez prendre, puisque là, les présidentes ne... Ah, c'est l'autre ? C'est celui-là. Allez-y, je vous en prie. Oui, bah écoutez, peut-être que j'aurais apprécié plutôt vous entendre avant. Si vous me permettez, vous n'allez pas être déçu parce que je trouve que j'ai une extinction de voix. Je ne suis pas Marge Simpson, mais voilà, l'effet est le même. Donc je ne serai pas longue pour ces raisons-là. Je suis très émue, je suis très honorée, très heureuse de recevoir ce prix. C'est un peu d'autant plus, c'est un peu paradoxal parce que quand je me suis lancée dans cette histoire, j'avais parallèlement décidé d'arrêter le journalisme. Donc voilà, et puis pour aller raconter le réel sous d'autres formes, avec d'autres moyens. Et puis cette histoire de la Sambre m'a aspiré 4 ans de ma vie. Et donc je suis voilà, très émue, et c'est un peu paradoxal voilà, que je me retrouve à faire ce prix de journalisme alors que j'avais décidé d'arrêter. Et puis je suis très heureuse que ce soit le prix du livre du journalisme, parce que je suis très heureuse que la profession consacre le journalisme le journalisme long format. Alors j'ai des histoires de conflits d'intérêts, j'ai bien compris, mais j'ai aussi consacré quelques années de ma vie à travailler sur un média qui justement défendait le journalisme long format, parce que voilà, moi c'est un des journalismes auxquels je crois et celui qui me plaît. Et il y a des histoires comme celle-ci en fait qui ne peuvent pas se raconter brièvement, qui ne peuvent pas non plus se raconter à la découpe. En fait, on a besoin de reconstituer un récit entier. Ça parle effectivement des violences sexuelles, et c'est une matière journalistique qui demande une gestation longue, qui demande des sujets qui peuvent être mûris à la fois dans l'enquête, dans l'écriture, et puis nous aussi on a besoin de mûrir sur ces sujets. Donc voilà, les 4 années que j'ai passées sur cet ouvrage ont été nécessaires. Et je remercie d'ailleurs ma maison d'édition, La Thèse, mon éditrice Anne-Sophie Stefanini, qui est également filmeuse à l'iPhone. Chez La Thèse, le Centre national du livre, voilà, qui aide les auteurs à pouvoir, qui permet qu'on puisse passer autant de temps sur un sujet. Et puis comme je vois que ma voix revient un peu, que je suis sur une estrade avec un micro, je fais une petite parenthèse puisqu'on est devant la profession. Ce journalisme de l'ivresse que vous avez dit, alors je ne sais plus qui, c'est un peu paradoxal parce qu'à la fois il est de plus en plus reconnu par la profession. J'en suis très heureuse. Depuis quelques années, le prix Albert Londres a un prix du livre. Et en même temps, c'est un livre qui nous exclut de la profession, en fait, ceux qui font ce choix-là, puisque ça nous exclut de la carte de presse. Voilà, donc là, c'est parce que j'avais un micro, une estrade, et je le dis, voilà, parce que c'est intéressant que des gens qui ont fait des enquêtes, comme, je sais pas, Victor Castanet, etc., se voient privés de leur carte de presse, parce que, voilà, on est rémunéré par droit d'auteur, voilà, pour rentrer dans les détails. Je ferme cette parenthèse, et je voudrais reparler de ce travail Sambre. Moi, j'ai fait ce journalisme, j'ai commencé il y a plus de 20 ans, largement, et pour raconter, donner la parole aux invisibles, aux sans-voix. C'est ce que j'ai fait à Libération, puis au Jour, à ceux qui n'ont pas d'attaché de presse, pas de chargé de com, pas de spin doctor. Et dans cette histoire-là, voilà, cette histoire, elle raconte les oubliés de MeToo. MeToo est arrivé en fait par le milieu du cinéma. On en a beaucoup parlé, des ouvrages géniaux qui sont parus, des enquêtes sur le milieu du cinéma, de l'édition, du journalisme. Voilà, des gens qui, comme moi, peuvent facilement avoir un micro dans la main et monter sur une estrade. Et moi, j'avais envie de raconter l'autre MeToo, celui qui n'a peut-être pas existé, le MeToo des oubliés, des invisibles, et voire des silencieuses. Et voilà, je voulais dédier ce livre aux 56 femmes dont je raconte l'histoire dans ce livre. Et puis à toutes les autres, les oubliés, les invisibles et les silencieuses. Merci.
qui fait retrouver la voix, c'est la magie des assises. Je vous cède la parole, Christine Bled de la mairie de Tours. Oui, merci. Au nom de la ville de Tours, je suis particulièrement touchée que ce prix vous revienne, non pas que les autres démérités, puisque chaque thématique était fondamentale et importante à mes yeux. J'y ai vu des liens entre le social, la place des femmes, mais particulièrement par rapport à votre récit, et c'est une des raisons pour lesquelles je souhaitais vous entendre pour comprendre votre démarche. Je voulais témoigner ici qu'au nom de la ville de Tours, nous sommes aussi dans ce travail qui peut être fait par rapport aux droits des femmes. Nous avons, alors bon, ça passe aussi par lutter contre l'invisibilité des femmes dans l'espace public, mais pas que. Et le fait que ce prix soit le prix de la ville de Tours est d'autant plus important que nous savons combien nombre de femmes, et quels que soient leurs milieux sociaux, sont touchés et sont parfois des proies. Je lisais, nous sommes au mois de mars, le 8 mars était encore pas très loin. Nous sommes à 35 femmes qui sont mortes de féminicide et je pense que nous avons beaucoup à travailler, beaucoup à réfléchir ensemble, beaucoup à créer des liens, à faire de l'explication, à faire du travail dans les écoles. En cela, votre travail d'accompagnement, de recherche journalistique sur comment, j'imagine, c'est dans ce que j'ai perçu, dans ce que j'ai lu en tout cas, c'était le fait que vous soyez rentré un petit peu dans l'itinéraire de cette personne qui a pu violer avec pendant autant de temps. Et on peut se demander encore comment on peut passer à côté de la voix des femmes qui portent plainte, de la voix des femmes qui ne sont pas toujours entendues et qui le sont encore moins lorsqu'elles dépendent de milieux sociaux encore plus défavorisés. Donc en cela, je suis vraiment touchée de savoir que ce prix est le prix de la ville de Tours. Je vous remercie pour ce travail d'enquête. Et je pense que, évidemment, on parle de liberté de la presse, on en parle, je ne veux pas dire que c'est la tarte à la crème quand on en parle, puisque c'est tellement, on ne peut plus d'actualité. Et le sujet des femmes, j'ai vu que vous faisiez partie aussi d'un collectif d'autrices. Écoutez, je vous remercie pour tout ce que vous pouvez faire pour le journalisme, pour les femmes et pour nous toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci Alice Géraud, qui va donc être à la fin de cette cérémonie, de l'autre côté, pour signer son livre Sambre, publié chez Jean-Claude Lattès. Et je précise que samedi, à partir de 13h, à la Bibliothèque centrale de Tours, il y a le traditionnel salon du livre, du journalisme, qui clôt les assises, où Alice ne sera pas, c'est pour ça qu'elle est là ce soir, mais vous aurez beaucoup d'autres auteurs et autrices, dont d'autres qui ont été nommés pour ce prix de cette année. Le dernier prix, le grand prix, évidemment, du journalisme, Michel Léridon, dont voici les nommés. Elle s'appelait une enquête de la rédaction de Sud-Ouest sur les féminicides. The Kyiv Independent, News from Ukraine, évidemment pendant cette guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. La charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, charte signée par plusieurs médias. Et les sociétés du journalisme, du JDD, Journal du Dimanche, et de Paris Match qui luttent contre l'emprise de Bolloré. Voilà pour les nommés présidents, présidentes. Là aussi, il y a eu un vrai débat, une vraie discussion, un vrai gros enjeu, Isabelle. C'est vrai. Mais comme on est particulièrement concerné par ce prix, je vais vous raconter sa genèse. Donc il y a eu des propositions émanant des différents membres du jury. Et il y a des gagnants, mais je ne vais pas les donner tout de suite. Je vais vous raconter quelque chose. La terreur fait bouger les gens. Cette phrase-là, et vous allez comprendre tout de suite qui a gagné, elle est de Vincent Bolloré.
La terreur fait bouger les gens. C'est une phrase qu'il a prononcée en septembre 2015, au moment de sa prise de pouvoir sur le groupe Canal+. Et cette phrase que Vincent Bolloré a prononcée aux élus du personnel, devant les élus du personnel, pour expliquer la façon dont il venait de virer une bonne partie de l'équipe dirigeante, résume toute son offensive sur les médias. La terreur fait bouger les gens. Elle fait aussi dégager des journalistes, des rédactions entières de journalistes. Quel est donc ce pays où un actionnaire se débarrasse de la quasi-totalité de rédactions pour y rebâtir des médias porteurs de l'idéologie qu'il veut défendre? C'est en France, c'est inédit, et c'est aujourd'hui que ça se passe sous nos yeux. Au jour, donc, nous travaillons désormais depuis plus de 7 ans sur l'emprise de Vincent Bolloré et la constitution de son empire médiatique, et nous avons vu et documenté ce qui s'apparente à une destruction minutieuse de rédactions entières. Pour rappel, il y a eu l'arrêt de l'investigation sur Canal+. Il y a eu iTélé, une rédaction qui a été poussée dehors dans sa quasi-totalité, qui a été transformée en CNews. Il y a eu le service des sports de Canal+. Il y a eu Europe 1, avec une centaine de départs, au moment où la radio a été mise sous tutelle de CNews encore. Il y a eu plus récemment encore Prisma Media, dont la moitié des 400 journalistes, ont préféré partir plutôt que de rester dans un groupe détenu par Vincent Bolloré. C'est un système, et ce système, il s'appuie sur des attaques sur la déontologie des journalistes, sur l'indépendance des rédactions. Et ces rédactions, elles sont défendues par des sociétés de journalistes qui sont elles-mêmes élues par leurs pairs et qui se retrouvent en première ligne face à cette terreur. Donc, c'est le mot de Vincent Bolloré. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de ces sociétés de journalistes qui sont mortes désormais, aujourd'hui, c'est au JDD et surtout à Paris Match que s'exerce cette emprise. Et ce sont donc les lauréats du Grand Prix Michel Léridon, du journalisme. Ce sont les sociétés des journalistes du JDD et de Paris Match. Et à travers elles, on voulait distinguer tous ceux, toutes celles qui ont lutté, qui luttent encore aujourd'hui et qui lutteront encore, on l'espère, contre Vincent Bolloré. Passer le temps des discussions qui ont été vives. Le vote du jury a été sans appel. Il fallait montrer notre soutien, le soutien de toute une profession. C'est urgent, c'est vital. Et pour recevoir ce prix, parce que les lauréats ne peuvent pas venir pour des raisons qu'il va vous expliquer, on va appeler Patrick Cohen, qui lui-même a été membre du bureau de la Société des journalistes d'Europe 1, qui va le recevoir en leur nom. Vous voyez la grande honnêteté des Gary Bertz. Quand ils se dégagent, ils le disent. Quand ils s'engagent, ils ont l'honnêteté de le dire également. Et ce prix, c'est pas leur prix, c'est le prix effectivement de tout le jury des assises. Cher Patrick Cohen, oui, c'est donc une situation inédite. Ce prix n'aura pas de récipiendaire. Personne ne viendra le chercher. Vous comprenez très bien pourquoi. Cette absence témoigne simplement du niveau de pression et d'intimidation subi. L'absence de celles et ceux dont nous avons voulu honorer le combat vise à les protéger de leur employeur. Et au fond, elle légitime et justifie cette récompense. Elle doit nous encourager à mener une autre bataille, car vous le savez sans doute, contrairement aux élus du personnel, les représentants des sociétés de journalistes ne jouissent d'aucun régime de protection particulier. À Match, notamment, chaque protestation de la rédaction entraîne une réprimande de la direction. Ce cycle se poursuit et s'intensifie actuellement. Si les lauréats s'étaient présentés devant vous ce soir publiquement comme un pied de nez à leur actionnaire, vous pouvez imaginer ce qui risquait de les attendre à leur retour. Il faut protéger les SDJ, dont la mission est de garantir l'indépendance éditoriale et de veiller au respect de la charte éthique ou déontologique. C'était d'ailleurs l'une des préconisations de la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias, donner un cadre protecteur au bureau des SDJ. La commission évoquait l'hypothèse d'une mutation ou d'un licenciement d'un président de SDJ qui ne pourrait être validé que par un syndicat de journalistes. Ce serait vraiment le minimum du minimum. Donc, vous ne verrez pas les représentants des SDJ de Paris Match et du Journal du Dimanche, deux titres dont vous connaissez les péripéties actionnariales. Je ne vais pas résumer ici l'histoire de Lagardère, de Vivendi et de Bolloré. Les écrits abondants de nos coprésidents de jury sont là pour ça. Juste souligner que la situation des deux titres est différente.
même si la SDJ du JDD doit se battre aussi pour son indépendance éditoriale, et que la pression est particulièrement forte, je vous le disais il y a un instant, sur Match, titre pour lequel la Commission européenne s'interroge sur un abus de position dominante dans le secteur de la presse People, abus qui pourrait remettre en cause son absorption par Bolloré. D'où l'infléchissement de ligne éditoriale, engagée déjà depuis une année environ, malgré la chute des ventes et contre une rédaction qui ne reconnaît plus sa maison. En août, après le renvoi du chef du service politique Bruno Jeudi, une motion de défiance est votée à 97%. Le mois dernier, un édito du directeur qui fait allégeance à Bolloré en critiquant, je cite, « la dérive totalitaire de la ministre de la Culture est dénoncée par la rédaction dans une lettre votée à 93%. À chaque fois, les pressions, intimidations, rétorsions montent d'un cran contre le bureau de la SDJ. À l'heure où je vous parle, 2 de ses 5 membres sont en arrêt maladie. Les lauréats sont donc absents, raison de plus d'adresser à ces 2 collectifs un puissant message d'empathie et de soutien, et à l'opinion, aux décideurs politiques, de répéter ce constat. Voilà où nous mène un actionnariat prédateur qui préfère détruire ce qu'il n'arrive pas à contrôler. J'ai vu, nous avons vu comment Europe 1 avait été vidé de tous ses talents en quelques semaines, après une bataille brève mais intense, où les mêmes méthodes autoritaires et destructrices étaient à l'œuvre. Et même si cela n'a pas changé le cours des choses, je sais à quel point les soutiens extérieurs nous ont été précieux pour continuer à nous battre. Voilà pourquoi je suis heureux que le Grand Prix des Assises aille à ces 2 SDJ, mais aussi triste et inquiet de constater que dans le paysage médiatique d'aujourd'hui, par crainte de représailles, des collectifs de journalistes ne puissent pas publiquement recevoir un tel prix. Je vous remercie. Ces applaudissements vont évidemment directement à nos confrères du Journal du Dimanche et de Paris Match. Merci Patrick, merci pour eux. Et la cérémonie se termine, les prix ont été décernés. Ils vous vont, cher président, chère présidente, les prix? Ça vous va? Ouais. Je propose que les récipiendaires viennent nous rejoindre pour la photo finale. Rémi Riffel, l'emprise médiatique sur le débat d'idées, le prix du livre Recherche. Merci de nous rejoindre. Évidemment, Alice Géraud, Sambre, Radioscopie d'un fait divers, le livre de journalisme de l'année publié chez Jean-Claude Lattès, et Franck Després de Blast pour prix enquête et reportage dans l'empire médiatique du Crédit Mutuel. Si Franck est encore là, il est plus que le bienvenu, il est réclamé. Je trouve qu'il y a une cohérence dans nos prix. Non? Est-ce qu'il n'y a pas une cohérence? Hein? Ça tient debout? Hein? Il y a une colonne vertébrale, là. Patrick également. Si. Si. Tu es là, donc tu es là, donc tu restes. Il a l'habitude de parler 4 minutes à cette heure-là. D'habitude, c'est à la télé. Là, c'était devant vous. Mais tu es avec nous. Un très grand merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous ici aux Assises de Tours. Un très grand merci à la présidente et au président Raphaël Garrigos, Isabelle Roberts, les Gariberts, qui sont 2 et dont on a été, je dois vous le dire, ça a été un immense plaisir de travailler avec eux pendant ces quelques dernières semaines pour faire un palmarès qui, oui, je trouve, est très cohérent. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ou je le donne? Merci Frédéric. Isabelle. Merci Frédéric. Merci.
Et un grand bravo surtout à tous ceux qui ont obtenu les prix de cette édition 2023. Jérôme Bouvier, je te laisse annoncer les prochaines. Non, mais ils m'ont piqué le mot de la fin, j'allais te dire merci Frédéric, mais ça va pas. Merci Jérôme. Merci vraiment Isabelle et Raphaël, merci, bravo aux lauréats. On est très honorés que ce journalisme de haute qualité soit ici distingué dans toutes ses formes, le cycle court, pardon, les enquêtes, le livre, et on ne dira jamais assez l'importance du livre. Et merci aussi d'avoir dit qu'il y avait une petite difficulté que le livre documentaire ne soit pas considéré par les administrations comme un travail de journaliste, mais Rémi Riffel, long compagnon de route des Assises aussi, grand merci à vous tous. Merci aussi à Patrick pour son mot, parce que j'y trouve toujours la rigueur qui est la sienne, et j'en suis très heureux que nous ayons pu en profiter ici ce soir. Moi, je veux juste vous dire que les Journées MAM 2023, c'est fini. Voilà, et je vais demander à Marie-Laure Augry, vice-présidente, Marc Maintré, vice-président, et toi aussi, Fred, parce qu'après tout, il faut que tu assumes, de vous dire un peu la suite, puisque les Journées MAM, c'est fini. Oh là! Mais en revanche, les Assises 2023, c'est toujours pas fini, puisque nous nous retrouvons ce soir, pour ceux et celles qui le veulent, au Cinéma Studio, pour la présentation suivie d'un débat avec le président d'Acrimed sur service public. Il était dans les nommés qui ont été soumis à la délibération. Donc, à partir de 19h30, vous êtes cordialement invités au Cinéma Studio pour cette soirée. Demain, je le redis, Théâtre Olympia, parce que le caractère international, l'année dernière, nous avons vécu une soirée absolument bouleversante autour de l'Afghanistan, autour de l'Ukraine aussi, à la mairie de Tours. Et demain, Théâtre Olympia, solidarité avec les artistes et les journalistes iraniens et iraniennes en exil. Et donc, on vous attend nombreux au Théâtre Olympia à partir de 19h30 demain. Et puis, samedi, Frédéric l'a rappelé, un bon nombre de ceux qui étaient ici nommés, mais d'autres aussi, vous attendent pour dialoguer avec vous, signer des livres avec notre partenaire la boîte à livres et avec vous, madame, et avec les responsables de la librairie centrale qui nous accueille. Donc c'est un autre beau moment pour fêter une autre forme du journalisme. Et puis je voudrais dire un mot aussi sur, parce qu'on essaye de célébrer toutes les formes du journalisme chaque semaine et chaque année ici à Tours, on honore aussi le dessin de presse. Et donc vous avez peut-être vu sur les grilles du jardin de la préfecture, il y a quelques années, nous avions fait une superbe expo avec Plantu, après on en a fait une autre avec les pingouins de Xavier Gorce, les Indégivrables. Et puis cette année, comme elle avait reçu ici elle-même il y a 2 ans le prix du livre du journaliste pour son formidable bouquin Dessiner encore, eh bien nous avions célébré Coco, et on avait dit à Coco, la dessinatrice de Charlie, la dessinatrice de Libé, que nous serions heureux de pouvoir l'exposer. Donc c'est chose faite cette année. Si vous n'avez pas encore vu ces dessins, il y en a 18 qui célèbrent un peu différentes phases de son regard sur l'actualité de l'année écoulée, qui sont donc sur les grilles du jardin de la préfecture. Et parmi eux, vous en remarquerez peut-être un de plus, parce que la presse locale s'intéresse beaucoup à ce dessin. C'est un dessin sur les chasseurs. Et donc, elle a croqué plein de gens, elle a croqué les politiques, elle a croqué la religion, elle a croqué tout ça avec beaucoup de gourmandise et parfois de férocité. Et donc, dans l'actualité, il y avait la nécessité pour elle d'incarner ce moment où tout d'un coup, on a demandé aux chasseurs de pouvoir passer un test d'alcoolémie avant que d'aller parcourir la campagne. Et ce dessin, donc, nous ferons un vernissage samedi avec Coco à 11h30 le matin, au moment même où, paraît-il, la Fédération 37 des chasseurs fêtera son centenaire à côté. Et donc, paraît-il que la Fédération des chasseurs s'alarme qu'il y ait une mauvaise intention de la part de qui que ce soit vis-à-vis de ce centenaire de la Fédération. Bien évidemment non. Ni la mairie, ni nous, c'est simplement le désir profond de célébrer partout et ici la liberté d'expression qui nous a animés. Et donc ce dessin fait rire, certains en fait rire moins d'autres, c'est la règle du dessin de presse, sa liberté. On espère qu'il restera intact jusqu'à ce vernissage. On vous invite à aller admirer cette expo en tout cas. On se souvient qu'il y a eu des milliers de Tourangeaux qui étaient réunis sur la place de la mairie après le drame du 7 janvier 2015 autour de Charlie, du drame de Charlie. Coco était dans la pièce. Coco a vécu ce drame-là. Et de laisser entendre qu'il peut y avoir un lien entre une menace sur la liberté de Coco pour des histoires de
d'alcool le dimanche quand on va fusil à la main se promener en point. Et ce qu'elle a vécu me paraîtrait déraisonnable. Et donc j'invite nos amis chasseurs tourangeaux à venir dialoguer avec nous autant qu'ils le souhaitent et surtout ne pas se tromper de cible et d'adversaire. C'est bien. Voilà. Et je voulais dire un mot comme ça parce que je sens que la presse locale a pensé qu'il y avait là un sujet qui méritait d'être mené encore plus loin. Donc il n'y a pas pour ou contre gros, il y a pour la liberté d'expression, il n'y a rien d'autre. Et c'est ça que nous célébrerons samedi matin, tous ensemble, je l'espère, au vernissage. Je vous donne rendez-vous à 11h30 devant les grilles de la préfecture. Voilà. Et pour que la presse locale fasse librement son travail, évidemment. Exactement. Et comme tout se termine autour d'un buffet, alors si j'en profite quand même pas parce que, allez, je rajoute un petit peu, je profite de votre attention, vous avez vite envie d'aller boire, mais il y a un petit sujet intéressant quand même. Et depuis tout à l'heure, je me dis, il faut quand même qu'on en parle, parce qu'ici, on essaye de débusquer depuis 16 ans tout ce qui est fabrique de l'information, fabrique de la rumeur, travail complotiste, tout ce qui pourrit le débat démocratique, puisque notre rôle, nous, journalistes, c'est d'apporter une information de qualité dans le débat public. Eh bien, on dit, hein, entre guillemets, tiens, on nous a dit qu'il y avait un dessin qui, comme par hasard, où on égorgeait des moutons, qui s'appelait « Décime-moi un mouton », et que vous auriez retiré ce dessin-là sous la pression de, on imagine, ceux qui égorgent les moutons, et que vous n'auriez pas retiré celui sur les chasseurs. Donc, je me dis, où a existé ce dessin? Ce dessin n'a jamais existé. Et donc, depuis hier, on me demande pourquoi je ne veux pas retirer ce dessin sur ces moutons qu'on égorge, qui s'appelle « Décime-moi un mouton ». Et donc, le président des chasseurs dit... si, on m'a dit qu'il y avait un dessin qui s'appelait « Décime-moi un mouton » qui a été retiré subrepticement. Et donc, il y a un dessin qui a été retiré. Donc, j'ai invité la presse locale à recompter les panneaux. Il y a bien 18 panneaux. Donc, hein. Mais est-ce qu'on n'aurait pas retiré ce panneau pour le remplacer par un autre? Eh bien, voilà, paraît-il que dans le complotisme, la base du complotisme, c'est de dire il y a une alternative. Comme ça, il y a un point de départ, c'est pourquoi nous et pas les autres. C'est ça qui participe de la construction du complot. Et là, on a, comme ça, en 48 heures, ici, pendant que les assises se déroulent, qu'il y a peut-être d'autres sujets sociaux. Et bien, on a un petit truc assez marrant où, tout d'un coup, on balance une vérité alternative. Il y avait un dessin qui s'appelle, paraît-il, « Décime-moi un mouton », qui n'existe nulle part. Alors après, si on a fait des recherches sur Google, il y a un dessinateur et un confrère de presse tunisien qui a dessiné il y a quelques années un dessin qui s'appelle « Décime-moi un mouton », avec un certain courage d'ailleurs. Et donc, ce dessin a bien existé, mais il n'a jamais été exposé, évidemment, sur les grilles de préfecture, puisqu'il n'a jamais été fait. Et donc, nous ne pouvons pas retirer un dessin qui n'existe pas. Donc, nous invitons chacun à retrouver un peu de bon sens et de sens du dialogue. Voilà. Pardon, j'ai fait une petite excursion un peu loin, mais en même temps, ça fait partie du journalisme. Et quand on a un exemple concret à mettre en débat, on en profite. Voilà, merci. Donc, fin des journées MAM, pas fin des assises. Et puis, l'année prochaine, on se retrouve du 20 au 25. C'est ça, hein? Du 25 au 30. Du 25, Marie-Laure. Du 25 au 30 mars. Marie-Laure et Marc, allez-y, vas-y, donne les bonnes notes. Du 25 au 30 mars, dernière semaine de mars, voilà, comme cette année. Et donc, avec les journées, donc toute la soirée, et les journées MAM qui seront donc du 26, 27 et 28 mars, avec la journée EMI, avec tout le programme habituel. Et on vous espère toujours de plus nombreux, et puis avec plein d'idées à traiter pour l'année prochaine. Merci beaucoup.